Alors bonsoir tout le monde, bienvenue aux rencontres de philosophie réflexive et existentielle avec Mathieu Martel, directement de Montréal, près du marché Jean Talon, dans son loft du philosophe. Mathieu Martel avec vous, j'espère que vous allez bien pour cette énième rencontre de suite du temps des fêtes. Ce soir, nous allons nous interroger sur la notion de questionnement radical. J'espère que vous vous portez bien et n'hésitez pas à me poser des questions, m'écrire des commentaires et me saluer de votre présence, bien sûr. Salutations à tous et à toutes. J'espère que tout est bien de votre côté. Une petite neige est en train de s'abattre sur Montréal. Salutations à tous et à toutes. Donc, dans quelques instants, nous allons réfléchir sur la notion de questionnement ou qu'est-ce qu'une question. Qu'est-ce qu'un questionnement radical? À qui faisons-nous référence? Bien sûr, je vais parler de Descartes, faire référence au fondateur de la problématologie, Michel Mayer, qui a fondé la problématologie dans le milieu des années 80. Donc, salutations à tous et à toutes qui êtes présents en ligne en cette soirée. Sachez que nous aurons aussi une rencontre dimanche, je le répète souvent, le 3 janvier. Nous allons réfléchir autour de la notion de du carpe diem du poète Horace. Saisir le jour, cueillir le jour. Dimanche le 3 janvier. Bien sûr, la semaine prochaine, un jeudi après-midi, nous allons nous réfléchir à savoir qu'est-ce qui distingue un fou d'un sage. Et en soirée, dans nos rencontres intimistes sur Zoom, où il y a davantage, où on peut se percevoir au niveau via le média Zoom, on peut se questionner, interagir, une petite rencontre intimiste autour de la question du propos oser dire oui à l'existence. Allez voir mes annonces sur ma page Mathieu Martel, philosophe. Salutations à toutes et à tous à travers le Québec, ailleurs dans le monde. Donc, si vous êtes d'Algérie, de Tunisie, du Maroc, saluez-moi, ou de France également, n'hésitez pas. Les rencontres ont lieu à 18h30, ça nous met dans une certaine énergie. On est quand même dans une bonne ambiance ici. Et c'est différent un petit peu des rencontres à 13h. Sachez que la rencontre de dimanche est à 13h, celle du 7 janvier à 13h aussi. Il y en a une le soir à 19h. Voilà. Donc hier, nous avons réfléchi. Dans les derniers jours, nous avons abordé plusieurs sujets. Se libérer de la souffrance, l'expérience des excès hier, la pratique du oui, du non. Donc, vous pouvez aller voir toutes les vidéos de ces rencontres en direct. Sont sur ma page Mathieu Martel Philosophe, répertoriées par thème. Donc, assez facile de s'orienter. On est rendu à peu près à 65 vidéos. Et donc, c'est à peu près 75 rencontres de Facebook Live depuis le 22 mars dernier. Donc, on va bientôt approcher notre 10e mois de rencontres virtuelles à travers ce médium qui est quand même intéressant. Je peux vous lire sur le clavardage. N'hésitez pas à m'écrire, me poser des questions, etc. Donc, on est une quinzaine en ce moment. Salutations aux habitués. Salutations à Niki, Christine, Nicole, Mylène, Mélanie, Boukra, Rose-Elena, Isabelle, qui est à l'autre bout dans le West Island, Vanda et Isabelle Saint-Pierre de Québec. Alors, qu'est-ce qui m'a amené... Écoutez, je vais y aller. Qu'est-ce qui m'a amené à vouloir parler de questionnement radical ce matin? J'étais étendu sur mon fauteuil, je réfléchissais, je buvais un café italien et j'ai dit ce soir, comme d'habitude, on va se donner un rendez-vous puis on va réfléchir autour de la notion de questionnement radical. Et aussitôt, j'ai pensé à l'initiateur de ce terme, du terme de questionnement radical, même si Descartes, dans le discours de la méthode et surtout le livre des méditations métaphysiques, pratique le questionnement radical à travers, bien sûr, l'exercice du doute méthodique et surtout hyperbolique. Mais on doit quand même à Michel Mayer, un professeur de l'université,
professeur, chercheur, écrivain de l'Université libre de Bruxelles, d'avoir développé une école de pensée, hein, qui est fondée sur ce qu'il appelle la problématologie. Qu'est-ce que la problématologie? C'est la théorie du questionnement. Donc, depuis Descartes, nous avons toute la quête de la connaissance était orientée vers la recherche de certitudes, hein, de propositions dites apodictiques, nécessairement vraies, voire universelles. Hein. On recherchait des certitudes inébranlables. Et Descartes, on sait qu'il était plus près des mathématiques que des sciences expérimentales. Il voulait vraiment refonder le savoir scientifique, mais en partant à la recherche d'un principe inébranlable. Bien sûr, il l'a trouvé dans son « Je pense, donc je suis », qu'il avait énoncé en 1637 dans le discours de la méthode, et plus tard en 1941, il l'avait modifié en 1941 dans la méditation métaphysique. Mais pourquoi je vous parle de cela? Parce que Michel Mayer soulève que nous avons occulté la réflexion sur le questionnement au profit de la recherche de certitudes inébranlables, de vérités basées sur des jugements apodictiques. Donc, c'est comme si nous avions rétréci notre champ d'investigation en oubliant de questionner les questions elles-mêmes. Donc, la théorie, la problématologie de Michel Mayer, c'est une théorie qui veut, en fin de compte, réfléchir à savoir pourquoi nous avons délaissé une réflexion sur les questionnements, pourquoi nous sommes davantage intéressés aux réponses qu'aux questions. Car on sait que le couple question-réponse, pour Mayer, est un principe unitaire. Alors, Mayer nous dit que certaines périodes de l'histoire ont pratiqué un refoulement du questionnement, quelquefois un refoulement très fort, quand les identités épistémologiques se sont avérées omniprésentes. Bon, il fait référence, mettons, au principe de pi comme étant un chiffre, bien sûr, qui tend vers l'infini, mais un principe mathématique solide. Donc, toute période où les identités basées sur des essences en connaissance, ces périodes-là, Michel Mayer les appelle des périodes de refoulement problématologique. Mais il y a des périodes plus ouvertes au questionnement, que l'on pense au siècle des Lumières, à la naissance du marxisme, au questionnement sur les fondements du sujet chez Nietzsche, qu'on appelle les 3 ères du soupçon. Ces périodes-là étaient davantage, sont davantage, selon Michel Mayer, associées à un refoulement plus faible du questionnement. Car, comme vous le savez, il y a eu les trois périodes de soupçon. Bien sûr, avec Freud, on questionne la notion de la conscience, on la critique, etc. Et on fait une découverte de l'inconscient. Donc, on sait que le moi n'est pas maître dans sa propre demeure.
On a aussi avec Kant et bien sûr les découvertes coperniciennes, hein, de l'héliocentrisme, où la Terre n'est plus le centre du monde. Mais bien sûr que la Terre se meut autour du Soleil. Et plus tard, on va faire d'autres découvertes astronomiques. Et avec Nietzsche, on re-questionne, bien sûr, Nietzsche va questionner à savoir, bien sûr, inspiré de Schopenhauer, qui, comment dire, affirmait le primat de la volonté, hein, du désir sur la connaissance et la représentation. On va découvrir chez Schopenhauer et chez Nietzsche l'importance de pulsions qui orientent la quête peut-être de connaissance et qui ont plus d'importance que la réflexion dite consciente. Voilà, donc il y a eu comme je résume ici 3 périodes du soupçon. Donc, Michel Mayer, dans une perspective concrète, bon, à chaque fois que vous vous posez une question, Michel Mayer vous dirait, avant de répondre à la question, par exemple, quel est le sens de la vie? Il faut questionner cette question-là. D'où vient cette question-là du sens de la vie? À la fois dans l'histoire des idées, de la philosophie, et à la fois dans votre propre histoire. Hein? Pourquoi jugez-vous important de vous poser la question du sens de la vie? Pourquoi cette question-là apparaît-elle en ce moment dans votre vie? Pourquoi est-il important de se poser cette question-là? Hein? Voilà un peu une pratique concrète de la pratique de la problématologie de Michel Mayer, c'est-à-dire un discours, une réflexion théorique sur le questionnement. Donc, Michel Mayer dit que nous nous sommes éloignés de questionner nos propres questionnements et nous passons trop vite à la recherche des réponses. Nous avons peur de, réfléchir sur ce qui est devant nous, sur ce qui n'y paraît pas évident, sur certaines difficultés, certains problèmes, certains manques de connaissances. Hein? L'humain peut-être tend à vouloir se rassurer avec des connaissances d'ordre scientifique ou d'ordre philosophique ou des principes moraux. Donc, pour Mayer, c'est que nous avons oublié les questions. Mais lui, il nous dit que les questions vont toujours avec les réponses et les questions sont premières. Hein? On pourrait se demander qu'est-ce qui nous amène à nous questionner. Est-ce que c'est, comme disaient Platon et Aristote, l'étonnement face aux phénomènes de la nature, face aux phénomènes humains, face à certains problèmes observés? Les amis, j'en profite pour vous saluer ce soir dans ce petit moment philosophique. N'ayez crainte, je vais vous poser quelques questions dans quelques instants. Et je vais vous demander quelle est votre question. Commencez à réfléchir. Quelle est votre question, selon vous, la plus importante? La question la plus radicale, hein, à se poser dans la vie ou actuellement dans votre vie. Je salue Evelyne, Daniel de Sainte-Thérèse, Niki, Christine, Nicole, Mylène, Mélanie, Boukra, bonsoir, Rose, Elena, Isabelle, Vanda et Isabelle Saint-Pierre de Québec. Merci d'être là, les amis. Je n'ai pas encore soupé, donc je vais souper après toujours. J'ai comme des rituels avant les lives. Alors, écrivez-moi, formulez-moi comme il faut votre question selon vous, la question la plus radicale qu'on puisse se poser. Hein, ça nous ramène à Héraclite et Saint-Augustin. Pourquoi Héraclite? Hein, Héraclite qui déclare « Je me suis cherché moi-même. Hein? J'ai entamé une quête. J'ai entamé ma propre quête existentielle pour me connaître, pour me trouver. » Alors, une des questions très intéressantes qu'on pourrait se poser, je vais la formuler en premier. Est-ce que vous vous êtes cherché vous-même? Et si on pratiquait
la problématologie comme Michel Mayer, d'où nous vient ce désir de se poser cette question-là? Pourquoi cette question-là est-elle importante en ce moment dans la vie? Qu'est-ce qui fait qu'elle a émergé dans mon existence? Alors, vous savez que le terme question a de multiples occurrences. Je vais ouvrir une parenthèse là-dessus. Le terme vient du latin questio, hein, qui veut dire recherche et quête. Très intéressant parce que on peut faire un lien avec la question d'Héraclite. Vous êtes-vous, cherchez vous-même. Donc, êtes-vous parti à la recherche de vous-même? Et on pourrait se demander à savoir, qu'est-ce que le soi-même? Qu'est-ce qu'être soi-même? Êtes-vous parti en quête, dans cette quête métaphysique, existentielle, de la découverte de soi? Peut-être que dans une autre époque, il n'était peut-être pas important de répondre à cette question-là. Hein, si on est dans un système de caste à une certaine époque en Inde, il n'était peut-être pas important de se poser ces questions-là, mis à part si on était dans la caste sacerdotale. Hein? Donc, toutes les réflexions métaphysiques, théologiques, étaient davantage à propos pour la caste sacerdotale. Sinon, les gens accomplissaient leurs devoirs et avaient un chemin très, disons, préétabli dans la vie. Hein? On fait des études, on travaille, on occupe bien notre rôle, on se marie, on élève nos enfants. Et la dernière période de la vie, on part dans la quête spirituelle en Inde. Alors, qu'est-ce qu'une question? Quelles sont les questions les plus importantes à se poser? Donc, vous pouvez m'écrire vos questions, selon vous, les questions auxquelles on ne peut pas... les questions les plus interpellantes, les plus importantes, les questions à ne pas éviter de se poser, hein, à ne pas fuir, dis-je. Désolé. Donc, il y a plusieurs sens du mot « question ». Hein? Donc, débattre d'une question. Hein? Réfléchir autour d'un problème. Et on sait il y a plusieurs problèmes qu'on peut parler on peut parler de problèmes politiques, sociaux, des problèmes d'ordre de consentement, des problèmes liés à l'aide médicale à mourir, l'avortement, le suicide assisté, etc. Daniel, d'où viennent mes manières? Est-ce que c'est ça ta question, Daniel? Juste me reformuler ta question, puis je vais commenter après. Alors, le terme question, c'est on se questionne hein, pour trouver une réponse, bien sûr. On interroge quelqu'un pour savoir. On peut questionner aussi une proposition. Hein, quelqu'un qui affirme il est important de porter le masque. On peut se demander pourquoi. Qu'est-ce qui nous pousse à dire cela? Est-ce que c'est vraiment vérifié? Sur quel argument cette proposition-là est-elle basée? Pourquoi on arrive à se poser la question du masque actuellement, dans notre contexte actuel? Donc, vous voyez que les questions aident à élargir notre point de vue, à pousser la réflexion, elles nous aident dans la quête de la connaissance et du savoir. Il nous fait aussi nous rendre compte que quelquefois, nous ne savons pas grand-chose. OK, la question de Daniel, n'hésitez pas à me poser vos questions. Daniel nous dit, sa question primordiale en ce moment dans sa vie est la suivante. Pourquoi sommes-nous si souvent nos pires, nous sommes souvent nos pires critiques envers nous-mêmes? D'où vient, très bonne question, d'où vient le fait que nous nous critiquons? Des fois, nous tombons même dans la culpabilité, le mépris, etc. D'où cela vient-il? Très bonne question, Daniel. Hein? Et Daniel, je demanderais pourquoi tu te poses, on pourrait pousser encore plus loin, pourquoi, Daniel, t'en viens-tu à faire ressortir cette question-là? Qu'est-ce qui l'a fait émerger récemment? Est-ce qu'il y a un contexte? Je vais aller avec Izu.
C'est une question d'ordre de classe sociale, question de qui touche le niveau d'écart au niveau des inégalités économiques, sociales, éducationnelles, etc. Allons-nous finir par réellement changer les choses dans notre société pour vraiment réduire les écarts entre les situations des individus? Très bonne question. Et l'autre question, comment puis-je faire une différence dans ce méga système? Donc, Isabelle, pour pousser ton questionnement en référence avec la théorie de la problématologie de Mayer, demande-toi pourquoi tu juges cette question-là importante et d'où t'est venu ce désir de te poser cette question-là. Donc là, tu vas aller plus loin que la question de départ et tu vas pratiquer ce que Michel Mayer appelle on va dire une problématologie empirique, une problématologie sur sa propre vie. Donc, tantôt, je vous ai parlé de Héraclite, une très belle phrase associée à Saint-Augustin. Puis après, je vais commenter les propos. Quelle belle citation de Saint-Augustin. Je suis devenu une question pour moi-même. Qu'est-ce que cela veut dire? Bon, il faut bien sûr remettre cette citation dans le contexte. Est-ce que ça vient de la cité de Dieu, des confessions? Je suis devenu une question pour moi-même. Bref, ça porte sur le questionnement de sa propre existence. Qui suis-je? Est-ce que Saint-Augustin a de la misère à se comprendre? A-t-il besoin de l'aide de Dieu? Va-t-il délaisser l'introspection parce qu'il trouve ça trop difficile que de se comprendre, de se saisir? Quelle belle citation en rapport avec la question. Donc, tantôt, on avait Héraclite qui disait « Je me suis cherché moi-même pour me trouver ». Et là, on a Saint-Augustin, d'autre part, qui dit « Je suis devenu moi-même une question ». Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que les questions me dépassent, je n'arrive pas à y répondre, j'ignore qui je suis, je n'ai pas de réponse. Donc, on pourrait se demander pourquoi Saint-Augustin se pose-t-il cette question-là, dans quel contexte, dans quel livre, dans quel ouvrage? Donc, Nicole nous demande la question ultime, Dieu existe-t-il et si oui, qui est-il? On pourrait rajouter, a-t-il un lien, peut-on interagir avec Dieu? Doit-on lui obéir? Est-ce que Dieu va nous guider dans un chemin précis, dans la voie du bien? Voilà. Mylène nous dit, on est peut-être une énigme pour soi-même, un mystère à découvrir et peut-être que on a de la misère aussi à se saisir. Est-il possible de trouver sa propre essence en tant qu'être humain? Il est facile, certes, de définir une chaise, un triangle, de trouver des qualités à un chat, des caractéristiques fondamentales pour un chat, un chien, mais pour un être humain qui dispose quand même d'une forme de liberté, de conscience, l'être humain est souvent assailli par ses propres questions. Doit-on mettre nos questions de côté et se fermer les œillères et oublier les profonds questionnements? Que doit-on faire? Et là, ça redemeure, on redemeure dans le cycle de la question. On sait que l'Advaita Vedanta, les koans bouddhistes fonctionnent beaucoup avec le mode du questionnement pour aider le chercheur dans sa quête à trouver sa véritable nature. On a quand même besoin de ces modes de questionnement dans la quête spirituelle par ailleurs. Alors, saviez-vous aussi par ailleurs que dans les occurrences définitionnelles du terme question, mis à part que la question est une recherche, une quête, une interrogation sur un sujet, que l'interrogation est aussi une demande, la question est aussi une demande, on questionne quelqu'un pour savoir quelque chose.
Elle était aussi au sens étymologique une forme de torture affligée aux accusés pour leur arracher des aveux. Donc le supplice, hein, on peut imaginer quelqu'un qui se retrouve au poste de police et se fait questionner. Donc c'est vécu comme une forme de torture pour faire ressortir les aveux. Donc, quand un de mes amis me disait « Tu te poses trop de questions, tu coupes les cheveux en quatre, pourquoi te questionnes-tu autant? Est-ce nécessaire? » Hein? Et moi, je pourrais poser la question « Pourquoi certains individus ne se questionnent pas du tout et ne sont pas habités par des formes de questionnement? Est-il essentiel de se questionner pour bien vivre? » Donc, je continue. Donc, au sujet de... Donc, l'étymologie de question, bien sûr, est vraiment basée sur une quête. Hein? Querere, chercher. Une quête. Et quand on parle de questionnement radical, à quoi réfère-t-on dans le terme, par rapport au terme radical? Donc, un questionnement, racine fondamentale qui est en nous. Et peut-être, nous, les êtres humains, peut-être que nous sommes des êtres, comme disait Heidegger, hein? Dans la perspective du Dasein, nous sommes nous-mêmes des êtres métaphysiques qui nous questionnons. C'est peut-être le propre de l'être de l'homme ou de la femme que d'être habité, d'être en travail, travaillé par des grandes questions. Alors, non, Isabelle, le je pense donc je suis. Ce n'est pas penser qui te fait être. Il faut comprendre le cogito de Descartes comme étant un saut intuitif vers l'être. Si je doute, alors je pense. Si je pense, donc, ce n'est pas une déduction. Donc, il y a une substance pensante ou un être qui pense. Qui est le fondement, la recherche de cette certitude-là cartésienne, le sujet pensant. C'est-à-dire que même si un malin génie voulait me tromper et me faire croire que Dieu n'est pas Dieu dans la perspective des méditations, même si un malin génie voulait se faire passer pour Dieu, la seule chose que je sais, c'est que si le malin génie tente de me tromper, hein, tant que j'y pense, tant que je le conçois dans mon esprit, hein, il va sûrement tromper quelqu'un, le malin génie, et c'est l'être de Descartes. Donc, voilà pour répondre à ta question. Donc, si je ne pense pas, nous dit Descartes, je suis peut-être, on pourrait rajouter, je suis conscient de ma respiration. Je peux, vous savez que la pensée pour Descartes, c'est aussi percevoir, imaginer, penser, faire des déductions, résoudre des problèmes. C'est très vaste, la pensée pour Descartes. Donc, Mélanie nous dit, le questionnement n'est pas essentiel. Donc, voici sa thèse. À quelle question répond cette affirmation? Le questionnement a-t-il quelque chose d'essentiel? Mélanie nous dit non. Mais par ailleurs, elle rend notre vie plus riche. Donc, Mélanie, serais-tu en train de te contredire en disant que ce n'est pas essentiel? Qu'entends-tu par essentiel? Donc, je vais être obligé de te réquestionner pour voir clair à travers ça. Tu dis que ce n'est pas essentiel, mais par ailleurs, ça rend la vie plus riche. Donc, serais-tu en train de te contredire ou peut-être que le sens d'essentiel, je ne le comprends pas? J'y vais avec d'autres commentaires. Ouais. Est-ce que ça existe, un être humain qui ne se questionne pas? Peut-être que certains êtres humains éprouvent plus, sont travaillés par toutes sortes de tensions, d'affects. Peut-être qu'ils ne se questionnent moins de manière formelle et précise, mais ils sont peut-être travaillés par des situations, des relations, des problèmes. Et peut-être que
Peut-être que c'est un idéal digne des Lumières, digne du siècle de la raison, hein, le 17e, que de vouloir se comprendre à travers le langage, euh, la raison et, comment dire, la mise en forme à travers le langage. Peut-être que c'est une erreur, peut-être que nous n'avons pas à nous comprendre, peut-être que nous errons, hein, qui sait. Mais nous nous posons la question ce soir. Hein, est-il bien de vouloir se comprendre, se connaître soi-même? Est-ce que cela se fait nécessairement par la raison? Ça demeure quand même une superbe question. Vous voyez qu'on ne s'en sort pas. Hein? Donc, on est passé à travers deux belles petites citations d'Héraclite d'Augustin. On est allé voir les occurrences du terme se questionner, la racine latine, etc. On a parlé de Michel Mayer. N'oubliez pas que la problématologie est développée à partir de 1988. Il y a un que sais-je sur ce sujet, un ouvrage non disponible qui s'intitule aussi la problématologie. C'est quoi la problématologie? C'est une théorie du questionnement. Bref, c'est qu'on est là pour... On a oublié quelque chose. Hein? On a pratiqué le refoulement problématique et nous avons oublié de questionner nos questions et notre questionnement. Pourquoi nous questionnons-nous? Pourquoi nous posons-nous cette question? En quoi est-elle importante? Pourquoi elle naît à cette époque historique? Hein? Pourquoi Descartes se pose certaines questions, Spinoza d'autres, et pourquoi ce sont ces questions qui viennent frapper Descartes à cette époque? C'est intéressant. Donc, ça élargit le champ de l'enquête. Hein? Chercher, c'est enquêter. Enquêter, c'est se questionner. C'est de répondre à des questions pour comprendre, pour élargir le champ du savoir et de la connaissance, pour sortir, pour élargir son champ d'observation et pour avoir un esprit plus vaste. Donc, c'est pour cela que Michel Mayer définit la philosophie comme étant le fait de penser. Pour lui, la philosophie pense le questionnement. Hein? Pour lui, la philosophie, c'est le questionnement radical. Mais encore faut-il qu'il n'oublie pas, le philosophe, de réfléchir sur ses propres questions. Et on devrait peut-être réétudier les grands auteurs en questionnant les questions de l'auteur en question. Bon, qu'on prenne Descartes ou Spinoza, on peut penser à la question qui est Dieu, qui est une question de base. Spinoza va le définir dans le livre 1 de l'Éthique, publié bien sûr après sa mort. Et il va tenter de définir Dieu. Mais Dieu comme étant la nature, wow, jamais vu. Puis il répond à Descartes qui voit Dieu comme un être transcendant, qui est la substance ultime, qui nous crée, nous, l'être humain, qui sommes davantage des substances pensantes. Et Spinoza nous dit non, il n'y a qu'une seule substance, il n'y en a pas trois comme chez Descartes. Et la substance, c'est-à-dire la nature. Mon Dieu, quelle révolution! Hein? Quand on se pose la question, à quoi reconnaît-on le Dieu de Spinoza? On va se rendre compte qu'il ne s'agit pas du Dieu de Descartes. Et en plus, Descartes tente de démontrer son existence de Dieu en s'inspirant bien sûr de ses prédécesseurs, qu'on pense à saint Anselme. Saint Anselme voulait convaincre, non pas les croyants, qui adhéraient à la foi de manière, au terme d'une croyance en la révélation, au terme d'une adhésion à un discours, au livre révélé. Mais saint Anselme voulait persuader les impies, les sceptiques, les agnostiques, en utilisant la raison. Et Descartes va faire la même chose, mais Spinoza, lui, va s'asseoir et établir à l'aide de principes mathématiques, de formules, de définitions, vouloir établir qui est Dieu. Donc, quand on se pose la question, c'est quoi la différence entre les dieux de Descartes et de Spinoza, c'est très intéressant.
Et sans ces questions-là, on ne peut pas voir clair sans le fait de se poser des questions. On voit moins clair dans une situation. Bref, lorsque nous refusons de nous questionner, peut-être que finalement, nous ne pensons pas, nous ne réfléchissons pas. Toute réflexion. C'est pour ça que Michel Mayer insiste là-dessus. Nous sommes devenus des obsédés des réponses. Mais c'est très important d'établir la problématique de notre réflexion et de questionner nos questions. Pourquoi nous les utilisons? C'est-à-dire pourquoi nous posons ce type de questions-là. Michel Mayer nous a dit que c'était finalement un oubli. Très intéressant comme point de vue. Je vous invite à lire certains articles de lui. Donc ce soir, c'était juste une petite introduction. Allons-y avec les commentaires. Donc, Mylène nous pose la question, le questionnement, est-ce que c'est cela qui nous différencie, l'être humain, de l'animal? Bonne question. Intéressante. Tu vois que la conférence de ce soir t'amène à te poser cette question-là. Hein? L'autre question, est-ce que ça existe un être humain qui se pose peu de questions? Là, encore là, il faudrait vérifier. Hein? Bien sûr, ça demande une étude davantage empirique. Alors, les amis, écrivez-moi vos questions profondes. Quelles sont les questions que vous jugez comme étant les questions qui sont primordiales à se poser dans notre existence? Où en êtes-vous avec vos questions en ce moment? Donc voilà, le petit direct de ce soir porte sur le questionnement radical et Michel Mayer voit la philosophie comme la réflexion, c'est la réflexion radicale. Mais pourquoi? Parce que la philosophie peut réfléchir, comme nous disait Kant, sur les savoirs disponibles. Elle est une réflexion sur la politique, les théories politiques, l'esthétique, réflexion sur le beau. En philosophie, il y a plusieurs champs. La logique, l'épistémologie, la philosophie du langage, la philosophie cybernétique, l'éthique environnementale, l'éthique médicale. La philosophie peut s'interroger sur les fondements des sciences, des mathématiques, sur la théorie de la décision, sur même réfléchir sur le corps humain, sur le sport. Voyant quoi est le questionnement radical? Et Michel Mayer, lui, va même se dire on doit développer une théorie du questionnement. On doit questionner le questionnement. Voilà son apport à Michel Mayer. Donc voilà son idée maîtresse. Hein. Chaque philosophe apporte une idée maîtresse. Mayer, c'est la philosophie est un questionnement radical car elle est là pour questionner le questionnement. Voilà ce que nous avons oublié. Heidegger parlait de l'oubli de l'être. Hein? Nous étions, durant l'histoire, qu'attardés à l'étang. Nous avions oublié ou occulté la question de l'être en tant qu'être. Il va essayer de faire, à travers l'histoire, à remonter l'histoire de la philosophie et refaire une relecture de la philosophie à partir de l'oubli de l'être. Et Michel Mayer dit que nous pratiquer le refoulement problématologique pour nous concentrer davantage sur la recherche de certitudes et de questions. Et voilà, on doit attribuer cela, cette obsession moderne de la recherche de la certitude, à Descartes, bien sûr, qui était quand même celui qui avait déployé le doute méthodique et hyperbolique, hein? La remise en question. Mais c'était un moyen. Hein? Le scepticisme cartésien n'est pas comme celui de Montaigne, ni de Pyrrhon d'Hélice. C'est celui d'une propédeutique à la recherche du savoir pour rétablir la connaissance scientifique. Donc, c'est une propédeutique, le doute cartésien. Il cherche quand même une certitude. J'ai tellement hâte de lire quelques articles de Michel Mayer, me replonger là-dedans. J'avais envie de vous partager ça ce soir. Donc, les amis, ici Mathieu Martel, directement du Loft du philosophe, pour ces petites rencontres qui ne sont pas vraiment des conférences, mais qui sont des rencontres
avec une approche basée sur le laisser-être, l'intuition, l'inspiration, l'enthousiasme, le ressenti, vous amenant quelques questions philosophiques à chaque fois, depuis maintenant 10 mois. Donc, habituellement, je donnais des conférences à Espace Ayurveda pour la dernière année et demie, sur le plateau, près du métro Laurier, mais aussi à l'Institut de gériatrie dans le contexte des rencontres de l'Observatoire de vieillissement et société. Et quelquefois, j'étais invité ici et là, hein, à la REC, à la FADOC, au YMCA Park notamment, pour donner des conférences, mais avec des gens devant moi, dans un petit groupe de 15 pour les rencontres de philosophie avec les aînés. La FADOC, on a déjà eu 150 personnes. Donc, je suis habitué depuis une quinzaine d'années de donner des causeries, mais maintenant, ça se passe davantage, les conférences, si vous voulez m'inviter un jour, à travers la plateforme Zoom, ou ici, de chez moi, hein, vous regardez dans le loft du philosophe près du marché Jean Talon, comme dit Jean-Luc, c'est du jazz philosophique, absolument, absolument. Je m'associe vraiment à cette approche jazzistique, ou même digne de la musique indienne, bien sûr aussi. Voilà, mais ici, c'est comme donc de mon loft. Ici, je présente des petits moments, 45 minutes à 1 heure, pour qu'on puisse s'entretenir d'une question. L'important, le but de ces rencontres-là, c'est de vous faire réfléchir, de mettre le feu dans votre esprit et de vous laisser donner le goût d'aller faire des lectures, de prendre part à vos propres questionnements, les saisir à bras le corps et de vous occuper de vos propres questions existentielles, métaphysiques, de tout genre. Voilà pourquoi. C'est sûr que j'ai bien hâte de vous retrouver dans une salle en direct, mais là, ici, on y va avec un moyen qui est différent, hein, le médium du vidéo en direct, mais je vous remercie quand même d'être là, c'est vraiment génial. J'ai fait ça davantage suite à une demande au mois de mars. Et bien sûr, j'enseigne aussi sur Zoom la prochaine session également, des cours d'1 heure et demie à peu près. Mais écoutez, si je n'avais pas ça, je ne pourrais pas autant philosopher. Et au moins, je sais qu'il y a des gens qui sont là, qui s'intéressent. Puis merci d'être là. Je vais vous le dire avant qu'on passe à la nouvelle année. Merci d'être là. Et dimanche, on sera déjà au 3 janvier, donc on sera dans la nouvelle année 2021 pour poursuivre nos rencontres. On devrait en avoir, bien sûr, jusqu'à la fin juin. Il y aura des rencontres et j'espère en salle bientôt, très bientôt. Donc, mes chers amis, sur ce, je vous remercie d'avoir été là. On va se revoir très bientôt. Pour sûr, dimanche à 13h. Sinon, peut-être, on ne sait pas, demain, hein, ou vendredi. Vendredi, non. Mais peut-être, on ne sait pas, peut-être vendredi soir ou samedi, etc. Je vais y aller de manière spontanée. On se revoit Vanda le 3 janvier, mais peut-être avant, je vous avertis sur ma page Mathieu Martel Philosophe et j'envoie bien sûr la petite publicité aux habitués qui sont toujours là. Faites juste aller jeter un petit coup d'œil dans la page d'accueil, puis je mets une petite bannière, j'avertis à l'avance, comme ce matin, j'ai écrit qu'il y allait avoir un live vers 10h. Donc, les habitués, vous allez être avertis. N'hésitez pas d'aller voir aussi la section événements. Il y a plein d'événements qui s'en viennent. Merci à tous et à toutes. Je vais aller manger. Bonne soirée sous la neige. C'est magnifique. Merci à tous ceux et celles qui étaient présents. À bientôt. J'ai bien hâte de vous revoir. Merci d'avoir été là en si grand nombre. Et n'oubliez pas de vous questionner profondément. À bientôt. Au revoir.